François Carrel, j'ai 45 ans, je suis journaliste. J'ai travaillé longtemps pour Montagne Magazine. Aujourd'hui, je travaille pour Libération, pour Alt Magazine. Le livre dont on a parlé ce soir est mon deuxième livre. J'en avais fait un en 2014, déjà aux éditions Guérin, l'histoire de Pierre Végin. Et donc, j'ai accédé au sein des seins de la collection Guérin, qui est la collection Texte et Images, avec l'histoire des frères Huber. Et sans plus attendre, je vous propose de lire un petit bout de l'avant-propos qui vous présente un petit peu ces deux grands alpinistes. Et puis à tout moment, vous pouvez poser des questions quand même. Bien sûr, c'est un échange. Hein. Le défi de ce livre ne s'arrête pas à une dimension sportive. Ce n'est en effet pas d'une simple biographie dont il s'agit, mais bien de deux, conjointes et entremêlées. Thomas et Alexander sont frères. Ils ne sont pourtant pas jumeaux, loin de là. Ils ne se confondent pas avec leurs cordées. Ils ont chacun leur personnalité et leur histoire bien distinctes. Thomas, l'aîné et le plus grand des deux frères, le plus fougueux et expansif, est adepte d'un alpinisme instinctif et spontané. Enthousiaste, le corps tatoué et zébré d'innombrables cicatrices, il est attiré plus que tout par l'impossible et le défi physique et moral. Alexander, le cadet, plus réservé, est cérébral et méthodique. Maître absolu de la performance technique, mentale et physique sur le rocher, adepte du solo intégral, âme généreuse et joyeuse, mais secrètement cabossée. Il ne serait néanmoins jamais allé aussi loin s'ils n'avaient pas été deux, s'ils ne s'étaient mutuellement pas poussés en avant dès l'enfance, aiguillonnés sans relâche par un mélange détonnant de complicité et de concurrence fraternelle. L'histoire de leur cordée, autant que celle de leur parcours individuel respectif, est celle d'une longue, tumultueuse et féconde relation entre deux frères. Aussi proches que différents l'un de l'autre, ils oscillent depuis leur enfance entre fusion et autonomie, complicité et rivalité, admiration et jalousie. Frères d'armes, ils sont aussi souvent frères en armes, s'opposant l'un à l'autre. S'ils ont connu des phases de convergence exceptionnelles leur permettant de réaliser ensemble des performances inédites, ils se sont souvent séparés parfois abruptement pour réussir de grandes ascensions, chacun de leur côté, les succès de l'un provoquant souvent en réaction ceux de l'autre. Et le troisième enjeu de ce récit est de parvenir à dépasser le fossé culturel qui nous sépare de Thomas et Alexander. Alpinistes professionnels, ils jouissent d'une large célébrité en terre germanophone où on les surnomme les Huberbaum. C'est ça, comme ça on dit, Marie? Baum, Huberbaum, ou garçons Huber en dialecte bavarois. En Allemagne et en Autriche, mais aussi en Suisse et en Italie germanophone, des centaines de milliers de personnes ont assisté avec enthousiasme à leurs innombrables diaporamas. Les films réalisés sur leurs aventures ont été diffusés des centaines de fois à la télévision et ont rempli les salles de cinéma. Certains de leurs livres ont été vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires. Hors des pays de langue allemande en revanche, et en France en particulier, les frères Huber restent méconnus. La société hexagonale de l'alpinisme et de l'escalade elle-même n'a le plus souvent pas montré de grande passion pour leur parcours et leur personnalité. Aucun de leurs nombreux livres n'a été traduit en français. On leur reproche parfois leur professionnalisme dans la communication porté à un degré presque sans équivalent chez nous. Il faut dire qu'on les a peu vus grimper en France et qu'ils ne parlent pas notre langue. Ils font de fait partie d'un monde alpin germanophone largement ignoré de l'autre côté des Alpes. Voilà, ce préambule étant posé, on vous propose de survoler un petit peu la carrière des frères Huber en reprenant quelques-uns des points qu'on vient d'effleurer. Donc ces deux garçons sont séparés de 2 ans, ils sont nés en Bavière, au pied des montagnes. Leur enfance dans une ferme, sont les enfants de paysans, est totalement imprégnée de montagne, de culture de montagne. Ils sont passionnés d'escalade très tôt et très vite, ils vont progresser à une telle vitesse qu'ils vont se retrouver encordés tous les deux parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut les suivre. Et ils vont réaliser jusqu'à la fin de leur adolescence
un très très beau parcours sur les Alpes de Berchtesgaden, sur les Alpes allemandes, les Ostalpen, comme on les appelle, c'est-à-dire les préalpes allemandes et autrichiennes, avec cette cordée assez fusionnelle. Et on a choisi de vous lire un petit passage sur leur première grande voie qu'ils ouvrent, parce que très tôt, ils vont ouvrir. Ils vont défricher des parois vierges. Leur première grande voie, ils l'ouvrent alors qu'ils ont 15 et 17 ans, ensemble, en terrain vierge. Et c'est cette première voie qui s'appelle Rauhnartstanz, qui est l'objet du petit passage qu'on va vous lire maintenant. 3 jours seulement avant la rentrée scolaire, fin redoutée de leur premier vrai été d'alpinistes, ils obtiennent de leur mère qu'elle les conduise au pied du massif du Reiterholm. Ils sont censés gravir une dernière voie à la journée, pas trop dure, mais leur objectif réel, fourbi depuis des semaines, est tout autre. Thomas a repéré durant l'été, au-dessus des alpages, une raide paroi de 250 mètres, formée de dalles compactes zébrées de fines cannelures, la face sud du Wangendricherraum. Des soirées durant, Alexander et lui ont projeté sur un mur une diapositive de la paroi, ont imaginé un itinéraire envisageable et se sont rêvés en pionniers. Le jour est venu, enfin. L'ascension se révèle ardue et exposée car les dalles de la face sud ne se prêtent guère au déplacement de pitons ou de coinceurs pour parer à une éventuelle chute. Alexander se souvient de son intense émotion. C'était à tout point de vue le rêve absolu. Nous deux, petits hommes, exposés au milieu de ce mur sauvage que personne n'avait grimpé avant nous, c'était comme s'il m'avait attendu depuis des millions d'années que notre arrivée pourrait être touchée, dérangée. Thomas met toute sa volonté en branle pour s'attaquer à une longueur clé, visiblement en 6 degrés, progressant en terrain inconnu et impossible à protéger. Il est bientôt à la limite de ses capacités, loin, trop loin de son dernier point de protection. Une chute aurait de graves conséquences. Ils écraseraient sur la vire, d'où Alexander l'assure, et lui lance en guise de confirmation un alarmiste et laconique. « Vol impossible !» Thomas, au comble de la nervosité, cherche un second souffle. « Je suis ici et maintenant exactement là où j'ai toujours rêvé d'être, en terrain inconnu sur un rocher vierge, se dit-il. Pas question de reculer. Il se lance, il prend de gros risques mais passe. Alexander le rejoint et félicite son frère, rayonnant. Il feint le détachement, mais il n'est pas dupe. Thomas a tout donné. La ligne imaginée a priori par les deux frères était réaliste. À la fin de l'après-midi, ils débouchent au sommet, fiers, comblés, grandis soudain. Leur histoire est en route. Ils viennent d'ouvrir leur première voie en montagne dans un style impeccable, avec une éthique irréprochable. Notre philosophie, dès cette première ouverture, était de reproduire ce que nous faisions en école d'escalade à Karlstein, sur une grande paroi, explique Thomas. Ils ont grimpé Rotpunkt, un itinéraire original à travers une face vierge à la journée depuis le bas, sans reconnaissance préalable et avec une économie de moyens revendiqués, recherchés même. Cette ambition parfaitement accomplie de ce coup d'essai sera celle qui les mènera pendant les décennies à venir sur les plus grandes montagnes du monde, même s'ils n'atteindront pas souvent la perfection conceptuelle de cette première voie. Voilà. Explique le Rotpunkt. Un Rotpunkt, c'est ce qu'on appelle en français grimper en libre. Rotpunkt en allemand, ça veut dire point rouge. C'est un concept qui a été développé par Kurt Albert, qui était le compagnon de cordée de Wolfgang Gülich, et qui a défini cette manière de marquer. Une voie réussie en libre, c'est-à-dire sans l'aide des pitons, sans l'aide de moyens artificiels, uniquement en utilisant les faiblesses de la paroi. C'est l'escalade libre, c'est la plus pure, c'est la plus belle, la plus exigeante. Les Allemands appellent ça grimper Rotpunkt. Et dès leur adolescence, donc là ils ont 15 et 17 ans, ils viennent d'ouvrir une voie superbe, de très beau niveau pour leur âge, et ils respectent cette éthique. Et toute leur carrière, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils sont encore vivants et qu'ils continuent à grimper à très haut niveau, est marquée par cette exigence éthique et par cette émulation croisée entre frères. T'as peut-être pas parlé du père quand même. Oui, alors parce que bien sûr, on
n'arrive pas à un niveau pareil à 15 et 17 ans si on n'a pas grandi dans un milieu qui pousse à la montagne. Donc le père, qui s'appelle Thomas, comme le fils aîné, c'est une tradition bavaroise qu'on connaissait ici de ce côté des Alpes il y a quelques décennies. Donc le père Thomas est un très bon alpiniste. Il est paysan, mais alpiniste. Et c'est quelqu'un qui a une énorme force de volonté. C'est un type très attachant que j'ai eu la chance de rencontrer longuement, avec qui je suis allé en montagne, et qui, bien évidemment, a donné à ses fils tout le bagage technique, mais également une formation très stricte en termes de sécurité, ce qui explique que les deux frères sont toujours vivants, et ce n'est pas un détail. À ce niveau-là de réalisation, vu ce qu'ils ont fait en Himalaya, vu ce qu'ils ont fait en escalade, y compris en solo intégral sans corde, il y a bien là un socle de savoir et de savoir-faire qui est, en termes de sécurité notamment, qui est très important et qui est un héritage du père. Tu racontes aussi que le père voulait qu'ils s'entraînent dans des arbres avec des cordes. Alors ça, c'est eux en fait. Hein. Ils grandissent dans une maison pleine de livres. La littérature alpine, ils la connaissent par cœur. Et pas seulement la littérature germanophone, hein. Ils connaissent les grands auteurs français, ils connaissent les grands grimpeurs français, et ils sont imprégnés de ces récits d'alpinisme. Et alors qu'ils ont 12, 13, 14 ans, ils grimpent dans la grange, et ils grimpent aussi dans un grand pommier qui est dans la cour de la ferme, dans laquelle ils recréent les passages clés des grandes voies, celle des Dolomites, celle de l'Eiger, celle du massif du Mont Blanc. Voilà, c'est deux garçons qui vivent dans l'amour de la montagne, du grand alpinisme, et qui ont une culture de l'alpinisme qui est vraiment impressionnante et qui a d'ailleurs débouché sur des très beaux livres. Alexander comme Thomas ont écrit des monographies sur les traits de Chimay dans les Dolomites, sur le Yosemite, sur l'Ogre, le Bentabrac. Ce sont des grimpeurs qui se placent toujours dans l'histoire. Ils connaissent parfaitement l'histoire, ils connaissent les grands alpinistes et ils se placent dans la suite, dans l'héritage. Donc il y a une vraie ambition de la part de ces deux garçons très tôt. Ils ont envie d'être des grands alpinistes, ils veulent être des grands alpinistes et ils vont le devenir. La cordée fonctionne très très bien jusqu'à ce qu'ils aient 18 et 20 ans ou 19 et 21. Et puis ils deviennent tellement forts et puis leur chemin se sépare. Alexander le cadet part, Thomas puis Alexander partent à Munich faire des études, car il y a eu l'armée, il y a eu des études. Le père et la mère ne les poussent pas vers le professionnalisme, ne les poussent pas vers le métier de guide, mais veulent qu'ils apprennent un métier, voilà, ce sont des... Comme on peut le connaître aussi dans notre société, voilà, ces enfants de paysans, ils avaient, leurs parents plaçaient en eux de vraies ambitions professionnelles, donc ils partent faire leurs études, et leur parcours se sépare à ce moment-là, alors qu'ils ont à peu près 20 ans. Alexander, tout en suivant des études de physique poussées, va devenir l'un des meilleurs grimpeurs du monde. Il va se spécialiser sur l'escalade de très haut niveau, jusqu'à devenir le second homme à grimper du 9A, après Wolfgang Angeli justement, et le premier homme à ouvrir du 9A+, à grimper du 9A+. Donc des années pleinement occupées par l'escalade de haut niveau, tandis que Thomas, qui a abandonné quand même les études au bout d'un moment pour devenir guide, lui se passionne pour ce haut niveau en escalade, mais sur des grandes voies. Et il va lui aussi, de son côté, faire des très très belles choses, et notamment une grande voie très célèbre dans le monde allemand qui s'appelle The End of Silence. Donc pendant 7 ou 8 ans, les frères ne grimpent plus ensemble, et ils gravissent chacun de leur côté les échelons de la difficulté pour faire des choses très très belles. Alexander accède à une certaine notoriété au niveau mondial, parce que le second 9A, le premier 9A+, c'est vraiment loin d'être anodin, même si ça reste quand même quelque chose qui est connu uniquement dans le petit milieu de l'escalade. Et puis, en 1995, Alexander fait un voyage dont il rêve avec son frère depuis l'enfance. Il part aux États-Unis, au Yosemite, à la faveur d'une interruption universitaire, et il va réaliser un exploit
il va libérer l'un des grands itinéraires d'El Capitan, Salaté, quelques années, 2 ans je crois, après le coup d'éclat de Lynn Hill qui avait libéré la grande voie d'El Capitan en Yosemite, qui est El Nose, et il va être donc le premier homme à grimper cette voie historique qui s'appelle Salaté, qui est extrêmement difficile, en libre, c'est-à-dire sans céder du matériel en place, comme c'est toujours été le cas pour cette voie-là. Et Rotpunkt, et donc Lorraine va vous lire la réussite de la libération de Salaté par Alexander. Il verrouille encore plus violemment le bout de ses doigts dans l'étroite fissure et ne pense plus qu'à une chose, sortir, vite, avant que ses forces ne l'abandonnent. Il enchaîne les derniers mouvements aussi vite que possible, et lorsqu'il parvient enfin au relais, sa dernière protection est à plus de 10 mètres en dessous. Il s'est cette fois exposé à un vol d'au moins 25 mètres au-dessus de 900 mètres de vide. Vu le dévers, le seul risque que j'ai pris était de voler 30 mètres. C'est un risque purement psychologique. S'il faut prendre un gros vol pas dangereux pour enchaîner une voie qui me tient à cœur, pas de problème. Je n'ai aucun état d'âme à engager, expliquera-t-il plus tard. De fait, 1 heure plus tard, il est au sommet. Salaté est libéré. Le succès dignement fêté à Camp 4, Alexander retourne vite faire une série de photos dans la voie depuis le sommet. Heinz Zach, pendu sur une autre corde en plein vide en raison du dévers, le shoot dans les 3 plus belles longueurs, les plus aériennes et esthétiques, le dièdre sous le toit et les 2 longueurs en 8A du Hadwall. Il travaille plusieurs jours à ses prises de vue et le résultat est à la hauteur. Les images sont somptueuses, époustouflantes. Alexander, torse nu, cheveux lâchés, sous un bandeau survolant ses fissures d'anthologie et un vide hypnotique, dégage une puissance et une aisance presque surnaturelles. Ces photos provoquent une nouvelle onde de choc dans le monde de l'escalade, 3 ans après celle de Lynn Hill dans le Nose. Près d'une quinzaine de magazines spécialisés du monde entier en font leur une. On se rue sur les interviews du jeune Allemand pour comprendre. Alexander possède une force psychique presque inquiétante. Tout est rationnel chez lui. Il évalue le danger, puis il grimpe à une telle distance au-delà de son dernier point d'assurance que le milieu de l'escalade en est stupéfait, résume Heinz Zach dans son livre Rockstar, publié l'année suivante. Voilà, donc une petite explication. Ces photos d'Heinz Zach, ceux qui suivent l'escalade, vous les connaissez, vous les avez vues. C'est en particulier en raison de ces photos que les éditions Guérin et Christophe Rella ont décidé de faire ce gros livre, parce que nous savions que la qualité des images qui ont été faites sur les frères, je vais vous montrer ces images de Salaté qui sont vraiment extraordinaires, nous ont donné envie de faire le pari d'un gros livre avec des photos. Cette photo-là est superbe, il y en a plein d'autres. Donc le choix qui a été fait par les éditions Guérin, c'est d'illustrer ce livre, cette histoire de ces frères allemands, par ces photos incroyables de Heinz Zach. Alors il n'y a pas seulement Heinz Zach, il y a plein d'autres grands photographes qui ont suivi les aventures des frères Huber. Ce qui est sûr, c'est que il fallait réunir toutes ces photos. Il y a aussi des très très belles photos en Himalaya. On a également, on est allé avec Thomas et Alexander fouiller dans les archives familiales, ressortir des photos. Il y a 350 photos dans ce livre, et c'est vraiment la particularité de cette histoire que d'être racontée autant en images qu'en texte. Il y a, comme vous voyez, une image, 2 images par page, et moi je suis très très heureux de la qualité, en plus de la gravure et de l'impression. C'est un très beau cadeau que nous font les éditions Guérin avec ce travail iconographique assez exceptionnel. Et ces photos méritent bien sûr d'être vues et revues. Il faut dire qu'ils sont très photogéniques, hein, les deux. Hein, par ailleurs, ils sont beaux gosses et ça ne gâche rien, effectivement. Ça fait plaisir aux filles de temps en temps.
Alors, qu'est-ce qui se passe à Salaté? C'est un coup de théâtre, c'est un coup de tonnerre. À la suite de ça, Thomas, qui rêvait lui aussi du Yosemite, hein, c'était leur rêve d'enfance, se dit, bon ben, puisque mon frère l'a fait, je vais le faire. L'année suivante, il est le second grimpeur à réaliser cette ascension en libre. Il s'est entraîné comme un fou et il réussit cette ascension. Et à partir de là, les frères, à nouveau, regrimpent ensemble. Et ils sont vraiment au top niveau de l'escalade, mais leur ambition, c'est l'alpinisme. Leur ambition suprême, c'est l'Himalaya. Et ils décident tous les deux ensemble de partir sur les plus belles parois rocheuses de l'Himalaya. Je parle du Karakoram, au Pakistan, et en particulier du groupe de l'Ogre, du Bentabrak et du Latok, qui comptent parmi les plus belles tours du monde. Et ils vont aller avec deux compagnons, un Américain et un Autrichien, ouvrir une voie dans un mur phénoménal, vierge, où ils vont amener leur très grand niveau d'escalade, leur volonté, leur capacité à l'engagement, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui n'ont pas peur de la chute, jamais, et ils vont ouvrir une voie vraiment très très impressionnante, qui n'a jamais été répétée depuis, très difficile, dans le Latok 2. Et Lorraine va vous lire un petit peu de cette ambiance incroyable. Ils ont donc 30 ans et 28 ans, et ils sont sous le sommet du Latok 2. Le jour se lève, et miracle, la dépression n'a pas l'air de bouger, elle reste immobile au loin. Au-dessus du Latok 2, le ciel est bleu, limpide. Encore une longueur en mixte, puis Tony prend la tête pour franchir un ressaut, une cheminée en 5, encore. Ça n'en finira donc jamais, Tony hurle. « Le plateau sommital, j'y suis !» Les autres le rejoignent. Ensemble, ils remontent la scène si neigeuse, presque plate, jusqu'à son sommet. Les yeux brillants, hilars, ils sont heureux comme des mômes. C'était ma plus grande aventure vécue jusqu'ici. Nous avions réussi à surmonter le Big Wall le plus élevé du monde en équipe à 4. Au sommet, pour un court instant, nous avons été des héros, se souvint Thomas. Les frères s'étreignent, émus comme s'ils n'avaient peut-être jamais été autant. Jamais ils n'étaient allés si haut, si loin ensemble. Leur joie est explosive, immense, indescriptible. Ce sommet représentait l'extinction d'un désir qui nous avait habités et tenus en haleine pendant des années, explique Alexander. La place est désormais libre pour de nouveaux défis. À l'ouest du lac Latok 2, à quelques milliers de kilomètres seulement, l'immense... Quelques milliers de mètres. Ah pardon, mètres. Je me dis aussi bizarre. Quelques milliers de mètres seulement, l'immense masse de Bentabrak, l'ogre, empilement de tours de granit monumental et de glaciers suspendus, château fort à nulle part pareil, occupe tout l'espace. Son sommet, ce tout petit cône neigeux perché au fait d'un ultime pilier vertical, cette cime mythique que plus personne n'a réussi à atteindre depuis la première dramatique et légendaire des Britanniques Doug Scott et Chris Bonington en 1977, semble à portée de main depuis le plateau sommital de Latok 2, à peine moins élevé. Dans l'euphorie, Thomas et Alexander le fixent droit en face à sa hauteur. Cette montagne, dont je connaissais la dimension mythique, est très vite devenue ma nouvelle idée fixe. Pas immédiatement au sommet, car tu sais pertinemment qu'il faut tout d'abord redescendre, qu'une ascension n'est réussie qu'une fois la sécurité du camp de base retrouvée. Très vite, pourtant, l'image de ce sommet s'est imposée à moi. De retour au camp de base, nous ne parlions déjà plus que de l'ogre, raconte Thomas. Aussi vrai qu'ils viennent de réussir la plus fantastique des parois jamais grimpées à cette altitude en Himalaya, les frères se font une promesse tacite au sommet du Latok 2, ils reviendront. Ils se sont retrouvés, la confiance en la puissance de leur cordée reformée les galvanise. Le Bentabrak, en son aura sulfureuse, n'a qu'à bien se tenir. L'ogre est un vieux rêve pour les frères. Ce qu'ils viennent de faire sur le Latok 2, c'est du jamais vu. Depuis Wolfgang Jülich sur la tour de Trangbourg, on n'avait pas grimpé aussi haut et aussi fort. Donc les frangins sont persuadés que l'exploit de la seconde ascension de l'ogre est à leur portée. Ils ont d'autres projets. Et puis là, il va y avoir une série de catastrophes pour Alexander, qui en fait va se trouver en difficulté profonde au pied de ces grandes montagnes.
Il y a chez Alexander, qui est alors, qui était l'un des meilleurs grimpeurs du monde, si ce n'est le meilleur grimpeur du monde, un refus sans doute, plus ou moins accepté, plus ou moins assumé de s'exposer aux énormes dangers. Hein. Sur le lac Toc 2, ils ont pris beaucoup de risques. Ce sont des parois dont l'accès est compliqué, dangereux. Et finalement, c'est Thomas qui va faire dans les années qui suivent un parcours exceptionnel en Himalaya, tandis que son frère est obligé de rester au pied de la montagne, voire de quitter l'expédition pour rentrer à plusieurs reprises. Thomas va réussir une voie superbe qui s'appelle le Shivling, qui est la directissime du pilier nord. Cette ouverture, cette voie superbe, comme toujours avec les frères Huber, c'est toujours très beau, c'est toujours rectiligne, c'est toujours superbe, c'est toujours le plus beau côté de la plus belle montagne. Vraiment, ce sont des esthètes. Et cette très belle voie réussie sans son frère, qui s'appelle donc Shivas Line, lui vaut le piolet d'or. La récompense ultime en termes d'alpinisme. Donc ce jour-là, Thomas reçoit ce piolet d'or et c'est un moment énorme pour lui. Ça se passe à l'Argentière-l'ABC et Lorraine va vous lire la scène. Accompagné par Ivan mutique et impressionné, Thomas présente avec brio leur aventure au jury, qui décide d'attribuer le piolet d'or à Shivas Line, distinguant la difficulté et la pureté de cette voie, son pouvoir évocateur, mais aussi et de manière appuyée, la belle histoire de cordée qui a permis son ouverture. À l'annonce du prix sur scène devant un public d'aficionados, Thomas laisse exploser une joie sauvage, enfantine presque. Son large sourire, tout d'en dehors, ne le quitte plus pendant les heures qui suivent. Dans un coin de la salle, il appelle Marion, sa compagne. « Je l'ai eu, le piolet d'or, je l'ai eu !» clame-t-il, euphorique et surexcité, ému aux larmes. Sa réaction est à son image, entière, sincère et sans nuance. Il n'a jamais caché son ambition et ce prix est logiquement un point d'orgue dans sa carrière d'alpiniste. La bière coule à flot ce soir-là dans la salle des fêtes de l'Argentière, sur fond de concerts de rock. Soudain, Thomas bondit sur scène, chuchote quelques mots au musicien qui sourit. Le groupe envoie l'un des riffs les plus célèbres des Rolling Stones. Thomas fait défaire sa queue de cheval, saisit le micro à deux mains et se met à rugir d'une voix puissante et juste « I can get no satisfaction ». Secouant sa longue chevelure dans la salle, les alpinistes sont médusés. Thomas Huber, rockstar. Rockstar et aussi rockstar. Ouais, c'est clair. Alors c'est une scène qui m'est très très chère puisque c'est ma rencontre avec Thomas Huber. Je suis à l'époque journaliste à Montagne Magazine et j'assiste au jury et cette rencontre avec Thomas est très forte. Moi je suis totalement subjugué par ce type incroyable qui non seulement grimpe la capitale en libre, mais en plus ouvre une voie extraordinaire dans l'Himalaya du Garhwal, sur l'une des plus belles montagnes du monde, le Shivling, et qui en plus fait du rock comme personne. Et très vite, comme je parle allemand, Thomas me dit « Mais viens dans mes montagnes, viens voir Berchtesgaden, viens voir les Alpes allemandes, tu vas voir, c'est super, on peut faire du ski, on peut faire de la montagne. » Et 2 ans plus tard, les frères ont encore franchi un pas, puisque Thomas a réalisé son rêve. On est en 2001. Non, le 2001, c'est le piolet d'or. Donc, dans l'été qui suit, Thomas réussit le Graal, la seconde ascension de l'ogre, du Bentabrak, toujours sans son frère, qui a décidé de tourner le dos à l'Himalaya, un peu dégoûté en fait. Thomas réussit ce que les meilleurs cordés du monde essayent de faire depuis 25 ans, savoir grimper de nouveau l'ogre. Les meilleurs Français l'ont tenté, de Michel Chouki-Fouquet à Jean Hannequin, en passant, et puis bien sûr des grands alpinistes du monde entier. Thomas y arrive, et c'est à nouveau une grande réussite. Et pendant ce temps-là, que fait Alexander ? Alexander, tout simplement, il décide d'ouvrir la voie la plus difficile d'escalade jamais grimpée en libre dans les Alpes, et il le fait
en face nord des Traits de Chimay. Et il crée Bella Vista, une voie absolument superbe, un immense toit qu'il passe en libre et qu'il équipe uniquement avec des coinceurs, donc avec une énorme exigence technique. Donc on est en 2002, je vais les voir à Berchtesgaden, ils viennent tous les deux, ils sont au sommet. Alexander vient de faire son premier grand solo qui là aussi aura une grande répercussion dans le milieu de la montagne. Il fait la Brandloas, donc la face nord de la Cima Grande, toujours dans les Dolomites. Il grimpe ça en solo intégral, c'est un coup de tonnerre. Il y a très longtemps que personne n'a fait quelque chose d'aussi dur, d'aussi long, d'aussi difficile en solo intégral, sans corde, juste lui, sans baudrier. Et donc je vais aller les rencontrer, les interviewer pour l'équipe magazine et puis pour Montagne Magazine. À Berchtesgaden. Ça se passe tellement bien que j'y retourne l'hiver suivant pour faire un sujet sur le ski de randonnée. Et c'est là finalement la genèse de ce livre, puisque 10 ans plus tard, quand je décide quand je propose ce projet aux éditions Guérin, évidemment le souvenir de ces deux premiers voyages à Berchtesgaden dans la famille des frères Huber, puisque je rencontre le père avec qui je vais faire du ski de randonnée, ce type extraordinaire. Et c'est de là qu'est née cette envie de livre, et c'est de là qu'est née... voilà. Un livre, c'est aussi une rencontre. Une biographie, elle naît d'une rencontre, d'une complicité. Et cette complicité, elle naît donc sur la scène devant la scène de l'Argentière du Piolet d'Or à l'Argentière l'ABC, lorsque je rencontre... Il y avait une ambiance. Il y avait une bonne ambiance, c'était sympa. Ouais. C'était très très sympa. Et on a fini très tard et très alcoolisé. Parce que les frères Huber... c'est pas du genre à manger des graines, non. C'est pas, ils ont une carrure, ce sont des gars vraiment costauds, ce sont des solides, ils adorent faire la fête, ils ont beaucoup d'amis, ce sont des gens très ouverts et très amicaux. Hélas, ils ne parlent pas français, ni l'un ni l'autre, et cette communion, ce plaisir, il y a très peu d'alpinistes français, hélas, qui ont partagé, qui ont eu une complicité avec eux. Et c'est aussi l'un des objectifs de ce bouquin, de cette biographie, c'est d'essayer de leur donner la place qu'ils méritent. Parce que tout ce que je viens de vous dire, le solo de la Brandloas, la Schillasline, le Schilding, Piolet d'Or, la seconde ascension de l'Ogre, Bella Vista, et puis leur première voie, leur première grande voie, le premier 9A+, tout ça est très peu connu finalement, mais ça fait un ensemble de performances absolument phénoménales. Ces deux types sont sans doute l'une des plus grandes cordées à cheval sur la fin du XXe siècle et aujourd'hui. C'est parmi nos contemporains les alpinistes et les grimpeurs les plus importants, et je ne suis pas le seul à le dire. Les observateurs et les chroniqueurs de l'escalade et de l'alpinisme savent bien que ces types-là comptent parmi les alpinistes les plus marquants. Et puis il y a cette histoire de frères, il y a cette complexité. Un petit mot quand même de Bella Vista, justement, pendant que le jour même, non, c'est 2 jours après, Alexander réussit la première en libre de Bella Vista, alors que Thomas est au camp 1 de l'Ogre. Et donc, à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, ils sont tous les deux en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Et j'avais envie qu'on vous lise un petit passage de la réussite de Bella Vista par Alexander. Donc, on est en 2001 et il a 32 ans. Il échoue à 4 reprises, chutant à chaque fois dans la dernière partie du toit. Nerveux, imprécis ou tout simplement arrivé au bout de la résistance, pourtant peu commune de ses avant-bras. La pression psychologique se fait de plus en plus présente. Il est poursuivi par la vision de ces chutes monumentales successives dans cette longueur extrême. Il doit écarter cette image négative, celle de l'échec, s'il veut réussir. Il reprend le travail sur corde fixe, répétant encore et encore chaque mouvement difficile pendant 2 jours. Le 18 juillet, nouvelle tentative du bas, toujours assurée par un ami. Il est frais et surtout ultra concentré. En 3 heures, il grimpe les 200 premiers mètres en s'économisant au maximum. 1 demi-heure de repos et de concentration au dernier relais sous l'immense toit. Puis il se lance, donne tout et passe.
Le reste de l'ascension, encore bien longue, jusqu'au sommet par la voie Cassin, n'est plus qu'une formalité. Bella Vista est libérée. C'est la voie la plus difficile des Dolomites et l'une des plus dures des Alpes. Elle représente, selon Alexander, un des sommets de sa vie de grimpeur. Son terrible passage à vide de l'été précédent, après le Shivling, est oublié. Ce 18 juillet 2001, à plus de 5000 km de là, son frère vient de rejoindre son premier camp sur le pilier sud du Benta. Braque, 3 jours plus tard, il se dressera au sommet. Les frères engagés sur 2 parcours totalement différents sont exactement au même moment au pinacle de leur carrière. Bella Vista, réussite exemplaire, célébrée et admirée par le monde de l'alpinisme, a pour Alexander un bénéfice secondaire très personnel, mais essentiel. Elle lui permet de se réjouir sans amertume du succès himalayen de son frère et de faire le deuil de cette seconde ascension de l'ogre qui avait été des années durant son désir le plus fort. Voilà, il y a dans ce moment de vie-là des frères beaucoup de choses que je raconte. J'ai le désir dans ce livre de vous raconter bien sûr l'extraordinaire niveau de performance et puis les portes qu'ils ont ouvertes. Mais ce qui m'a fasciné, bien entendu, c'est cette relation de frères, c'est cette complexité. Donc là, il y a un des moments forts. Lorsque les garçons donc, savourent ces réussites chacun de leur côté, et puis Thomas se destine, il fait partie des meilleurs himalayistes du monde, hein, il a eu Purée d'Or, il a réussi l'ogre, c'est énorme, et il veut bien sûr continuer à faire des grandes choses en Himalaya. Et il y a un grand projet d'Everest qui lui est proposé, un truc qui lui permettrait par ailleurs de bien vivre, quelque chose de bien payé, avec un film, etc. Et puis son frère, lui, a décidé de retourner dans le Yosemite. Il y a encore des grands itinéraires historiques à libérer. Et Thomas réfléchit un peu et puis il tient trop à cette cordée avec son frère. C'est trop fort ce qu'ils vivent ensemble. Et puis le Yosemite, c'est tellement beau, c'est tellement fort. L'idée de continuer cette carrière d'himalayiste lui fermerait la porte de l'escalade de haut niveau avec son frère. Donc il prend une décision radicale, il laisse tomber l'himalayisme, il laisse tomber l'Everest, il abandonne son histoire et il se remet comme un fou à l'escalade pour revenir au niveau de son frère, pour aller avec lui libérer encore des grands itinéraires historiques. Donc Thomas et Alexander, ils vont libérer le North American Wall, qui est donc la troisième grande voie historique d'El Capitan, après le Nose et Salaté. Et puis ils vont encore se mettre une mission terrible qui est de libérer une des voies les plus difficiles d'El Capitan, qui s'appelle Zodiac, qui est un petit peu plus courte, qui est une voie extrêmement difficile puisqu'elle grimpe encore plus haut, elle va au 8B+, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et ensemble, ils vont travailler des mois pour réussir à passer Roodpunkt, donc en libre, avec vraiment sans tricher, cette voie historique et mythique, sur laquelle les Américains bloquent depuis des années. Personne n'arrive à libérer sur le Zodiac. C'est le passage suivant. Pour bien comprendre, ils répètent la voie plusieurs fois. Ils travaillent. En fait, ils appliquent aux grandes parois et aux grandes voies les techniques qui sont celles de l'escalade sportive, telle qu'on peut la pratiquer en école d'escalade, sur des voies courtes, sur des quens, comme on dit. C'est-à-dire que quand ils vont passer des jours et des jours à travailler chaque mouvement, ils connaissent chaque mouvement par cœur, chaque prise par cœur, il n'y a guère d'autres solutions à ce niveau-là d'escalade que de travailler pour connaître. Alors évidemment, on a aussi des grimpeurs très forts qui arrivent à faire des niveaux très difficiles de manière instinctive, à vue, mais la plupart du temps, ces grandes performances d'escalade de haut niveau, elles sont faites après travail. Mais leur éthique leur impose d'enchaîner ensuite toutes les longueurs. Dans Salaté, il y en a par exemple une trentaine. Dans le North American Wall, il y en a encore plus. Et dans Zodiac, il y en a un petit peu moins, mais elles sont plus dures. Et donc leur objectif, c'est de réussir l'ensemble des longueurs en libre, chacun, les deux, chacun son tour. Chacun son tour, et d'une seule traite.
Donc ils y passent des mois. Ils y passent des mois, c'est des courses qui demandent Zodiac à des bons grimpeurs français. J'ai eu l'occasion d'écrire sur un parcours par une très forte cordée française de Zodiac, qui ont fait ça en escalade artificielle, c'est-à-dire avec des échelles, en se tirant au piton. Ils ont mis 3 jours. Et c'est des très très bons alpinistes. Eux, ils vont réussir à faire la première en libre en 2 jours, en dormant au milieu sur des tentes de parois. Et c'est cette performance que je propose d'effleurer un petit peu avec le prochain passage. Après 2 jours de repos dans la vallée, les frères attaquent la voie au petit jour. Dès que le soleil devient trop fort, ils s'arrêtent jusqu'au crépuscule, à la faveur duquel ils réussissent encore 2 longueurs en libre. Veillée de combat dans le Portaledge, demain l'écaille obsédante de The Nightpole. Alex démarre dès qu'il fait un soupçon de lumière, mais le soleil levant le rattrape pile au milieu de la longueur clé. Aveuglé immédiatement en sueur, il glisse, raté. Retour au Portaledge, pour une interminable journée d'attente. Le soir venu, Alexander passe enfin The Nightpole. À Thomas maintenant, il est tendu. Il n'a encore jamais enchaîné ce cru. Il est si concentré qu'il en oublie de s'encorder. Alors qu'il est déjà un bon mètre au-dessus du relais, Alexander alerte « Hé Thomas, et ta corde ?» Retour au relais, nouveau départ. Thomas chute une première fois. Il hurle, rageur, « Je le savais, je n'y arriverai jamais. » Il se calme. Nouveau départ, nouvelle chute presque immédiate. Pas mieux pour la 3e tentative. Le soleil est couché, la fraîcheur tombe sur le grand mur. Si Thomas ne passe pas maintenant la première reponcte leur échappera. Il faudra tout recommencer dans quelques jours. Thomas, déterminé, ne réfléchit plus. Il progresse dans un état second, comme si chaque mètre était le dernier, sans glisser cette fois. L'obscurité est presque totale lorsqu'il atteint le relais. The Nightpole est libéré. Par chacun des 2 membres de la cordée. Thomas reste sans réaction, hébété presque. Ce n'est que de retour au Portaledge, une canette de bière en main, qu'il parvient enfin à exulter. Le lendemain, il grimpe d'une traite les 9 longueurs restantes sans la moindre chute jusqu'au sommet. Derrière nous, les 600 mètres d'aventure de Zodiac. Devant nous, la liberté. Nous avons retrouvé les 2, l'aventure et la liberté, au sein de la cordée Uberbound. Triomphe Thomas. Voilà, on a le témoignage de Heinzach qui les a retrouvés. Ce sont ces photos-là. Ça, c'est The Nightpole. C'est 8B+. Moi, quand j'en ai parlé à des copains français qui sont allés sur Zodiac, ça défie l'entendement. Franchement, de passer ces longueurs-là en libre, ça défie l'entendement. Et alors, non content d'avoir donc grillé la politesse aux Américains, dont c'est le terrain de jeu, c'est un petit peu ces 2 Allemands qui enchaînent les unes après les autres les libérations des grandes voies historiques d'El Capitan. C'est un peu un crève-cœur pour les Américains. Alors bon, heureusement, il y a Caldwell et quelques autres qui se tiennent au niveau et qui libèrent quelques autres itinéraires historiques, mais c'est quand même vraiment, ils écrivent vraiment l'histoire de l'escalade libre, les frères Huber à ce moment-là, et ils se prennent à un autre jeu classique des grimpeurs du Yosemite, c'est l'escalade de vitesse. C'est donc une période où ils vont retourner encore et encore dans les grandes voies d'El Capitan pour tenter de faire tomber des records en termes de chrono. Donc ils vont commencer par Zodiac, dont ils vont établir le record qui n'a jamais été battu depuis à 2h35. Donc là, il n'y a plus de question de road point, escalade libre. Oui. Mais ils prennent des risques absolument insensés. C'est extrêmement dangereux ce qu'ils font. Donc, ils grimpent très très vite, et puis ils sont pris au jeu du record, et ils reviennent s'attaquer au record le plus prestigieux, le plus important, qui est celui de The Nose. Vous connaissez, tous ceux qui ont vu des images d'El Capitan voient ce pilier central, cette voie, c'est sans doute la voie d'escalade la plus célèbre du monde. Et Thomas et Alexander vont travailler là plusieurs années pour connaître chaque passage, chaque mouvement, chaque manœuvre de corde, pour pouvoir battre le record. Ils vont battre le record, ils vont le détenir un temps, c'est une grande fierté, et puis ça contribue beaucoup à leur notoriété. Le peu qu'on connaît des frères Huber en France, c'est dû à ce film que certains d'entre vous ont vu, qui s'appelle Am Limit, à la limite, les paroles de l'extrême en français, qui raconte cette quête du record de The Nose. Et voilà, donc là il y a vraiment à nouveau un moment de fusion très forte entre les frères,
Et ils font là, sur le calcaire du Yosemite, des grands moments de jubilation, de complicité, de fusion même. Et ça va faire beaucoup pour leur notoriété, notamment grâce à ce film qui est fait par un vrai réalisateur. Ils font ça, est-ce qu'ils alternent ou ils font chacun? Oui, ils alternent. En général, il y en a un qui grimpe la première moitié, et puis l'autre suit au jumard derrière à toute allure. Puis, au bout d'un moment, quand celui qui était derrière a récupéré le peu de matériel qu'ils mettent, ils mettent 1 ou 2 points de protection par longueur, et ça dans des longueurs de 7 pour ceux ou voire de 8A. Et ensuite, ils inversent. Et c'est le second qui passe en tête, etc. Donc, ils sont vraiment, dans cette décennie des années 2000, ils font partie des figures les plus importantes de l'histoire du Yosemite. Même si les Américains, aujourd'hui, ont tendance à un peu l'oublier, un peu vite, un peu pour les mêmes raisons qui font qu'on ne connaît pas très bien les frères Wever ici en France. C'est que finalement, voilà, les Allemands, ça reste des Allemands, et c'est compliqué pour les Américains d'accepter que ces deux Bavarois chevelus et buveurs de bière... Ils ont quand même le look aussi de Camp 4, quoi. Ils sont totalement intégrés avec ce qu'on appelle les Stone Monkey, qui est la génération, une génération dont est issu Alex Honnold ou Caldwell ou Gene Potter, qui est un grand pote de Thomas Huber, avec qui ils feront beaucoup de base jump, etc. Ils sont vraiment rock'n'roll, ils sont totalement intégrés dans ce petit groupe de grimpeurs de haut niveau qui font de la slackline, du base jump, du speed climbing, qui grimpent en libre à très haut niveau. Ils écrivent cette histoire-là. Donc c'est une période très intense de la vie. Ensuite, ils ont grâce à ce film, grâce à toutes ces voies, ils ont accédé à un statut d'alpiniste pro. C'est vraiment un moment où chacun de leur côté, ils vivent de leurs conférences dans tout le monde germanique. Ils sont très bien payés, ils calent 1 mois et demi chaque printemps et chaque automne où ils enchaînent les conférences, les salles sont pleines tout le temps, moi j'en ai vu plusieurs, c'est vraiment génial, ils sont très forts, c'est des showman. C'est les bêtes de scène, en particulier Thomas, qui fait vraiment la rockstar sur scène. Je regrette terriblement que vous n'ayez pas pu le juger ce soir, puisqu'il devait venir nous faire son show ce soir. Et donc, ils accèdent à un statut de pro, ils ont des beaux partenariats, notamment Adidas, qui les prend sous son aile, et qui fait que dans les années qui suivent, donc dans les années de 2008 à aujourd'hui, ils ont pu faire une série d'expéditions très belles. Alors ils sont allés grimper à plein d'endroits, en choisissant toujours soigneusement des très belles montagnes, donc en Antarctique, en terre de la Reine Maude, en terre de Baffin, dans le Yosemite on en a parlé, mais en Patagonie. Ils sont retournés en Himalaya, faire des belles choses aussi, notamment la tour de Trango, donc ils ont été les premiers à grimper en entier, en libre, une autre voie mythique qui s'appelle la Eternal Flame sur la tour de Trango, encore un big wall très difficile où il s'applique la règle du jeu de l'escalade libre, haute ponte. Et voilà, on voulait vous lire un dernier extrait qui raconte une de ces expéditions. Dans un milieu assez austère et très difficile où ils vont faire à nouveau une très belle voie. Et vous allez voir que pour autant, ils ont désormais 40 ans bien tapés. Les choses ne se sont toujours pas simplifiées dans leur relation de frangin malgré tout. C'est toujours très compliqué. En 3 jours, du 22 au 24 novembre, l'affaire est ainsi pliée et ils parviennent au sommet. Ils baptisent leur voie Ice Zeit, l'âge de glace. C'est seulement la 3e ascension de l'Oltana et la première par la face ouest. L'une des ascensions les plus dures réalisées à ce jour en Antarctique. Tranche en 2010 Damien Gildas, auteur d'une belle anthologie de l'alpinisme sur ce continent. Leur groupe a fonctionné à la perfection, mais non sans quelques sévères accrochages entre les deux frères. Stéphane Zigrist, qui les a déjà vus s'écharper en Patagonie, fait le tampon dans les moments de tension. C'est parfois difficile lorsqu'il est impliqué dans l'altercation. Thomas et lui ont ainsi envie de tenter un saut en base jump depuis le saut de l'Oltana, quitte à le gravir par une voie existante.
Alexander s'y oppose catégoriquement, arguant que leur priorité est à la première de la face ouest, ainsi qu'une tentative sur l'autre sommet phare du massif, l'Ulvetana. Stéphane et Thomas ne pourront sauter finalement, mais le nœud de l'accrochage est ailleurs. Il s'agit pour Thomas et Alexander d'établir qui détient le commandement. Une question sans issue pour ces deux mâles dominants. Il leur faut plusieurs jours pour tracer un trait sur ce genre d'affrontement. Ils forment une excellente équipe sur la montagne, attentifs l'un à l'autre, mais il faut toujours qu'ils s'échappent sur des détails, raconte Stéphane. Il sourit 8 ans plus tard en se souvenant d'une autre dispute. Il s'agissait de savoir depuis quel endroit le pionnier Ivar Tolfensson avait pris une photo d'en face. Thomas monte un endroit, Alex un autre. Ils n'en démordent pas, le ton monte. Je leur ai dit, ça suffit, raconte Stéphane. Vous allez chacun me montrer sur la carte le point précis d'où vous pensez que la photo a été prise, sans que l'autre le voie. Ensuite, on ira aux 2 endroits et on verra qui a raison. Celui qui aura tort me donnera 500 €. Et là, ils m'ont montré exactement le même point sur la carte. Voilà, donc ça c'était la portion fantastique de mon travail, la plus difficile, la plus excitante, la plus périlleuse. C'était alors que ces deux types dont vous commencez à comprendre que ce sont 2 énormes caractères, et puis moi je suis très impressionné par ces 2 immenses alpinistes, immenses grimpeurs, et il a fallu que je rentre dans leur intimité, que je fasse parler leurs compagnons de cordée, leurs amis, leurs parents, sur cette rivalité, sur cette étincelle permanente depuis 30 ans entre eux, depuis 40 ans entre eux. Ils ont aujourd'hui 50 et 48 ans. Ils continuent à grimper, à partir en expé, et à se mettre des défis pas possibles. Les relations sont toujours aussi tendues. Et finalement, l'enjeu pour moi était sans leur tirer dans les pattes et sans être malveillant, de quand même vous raconter ça. Résultat, c'est vous qui en jugerez en lisant le livre, j'espère. Comme on le disait en introduction, ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait s'ils n'avaient pas été 2, s'il n'y avait pas eu des moments de faiblesse de l'un et de l'autre. Maintenant, faire parler à des mâles pareils de leurs faiblesses, de leurs moments de faiblesse, ça a été compliqué. Ils m'ont fait une confiance énorme. Ils m'ont ouvert, j'ai habité chez eux, je suis allé à plusieurs reprises à Berchtesgaden, j'ai passé des heures à parler avec eux. Ils m'ont tout mis sur la table, ils m'ont fait confiance. Et pourquoi Thomas n'est pas là ce soir? Vous êtes les premiers à l'apprendre et c'est important. Donc le livre a été acheté par un grand éditeur allemand qui s'appelle Piper. 3 traducteurs ont travaillé sur le texte. Il faut savoir qu'un livre sur les frères Huber en Allemagne, c'est 30 ou 40 000 ou 50 000 exemplaires. Ce sont des stars. Et Thomas, qui m'a fait une confiance aveugle, qui pensait que j'étais son ami, a découvert la traduction allemande et a pris ce portrait des frères en pleine face. L'exercice du biographe, il est cruel, parce que raconter une scène comme celle que je viens de vous raconter, qui se passe dans l'intimité de l'expé, c'est engagé. Donc moi j'ai essayé à mon niveau, dans ce que je sais faire, qui est l'écriture, d'engager autant que les frères Huber engagent en montagne. Résultat, Thomas, là tout de suite, il est plus capable d'assumer ce texte. C'est trop violent pour lui, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. C'est-à-dire qu'il me dit, le portrait que tu fais de moi, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas possible, je suis pas comme ça, je suis pas ça, c'est pas vrai, je suis pas jaloux de mon frère, je suis quelqu'un de joyeux, Bon, moi j'ai bossé comme jamais, j'ai travaillé comme un fou pendant 1 an, j'ai lu tous leurs textes, toutes leurs interviews, tous leurs livres plusieurs fois, je les ai fait parler, je fais parler leurs compagnons de cordée, il y a des choses que je sais que je n'ai pas écrites qui me permettent d'être relativement sûr de moi, mais voilà, c'est pas un livre, c'est pas une hagiographie, même si j'ai une immense admiration pour eux, même si je pense que c'est des gars qui méritent vraiment d'être connus et que ce sont sans doute, comme je vous le disais, la cordée la plus importante de ces dernières décennies. Mais voilà, j'ai fait un portrait aussi intime de leur relation conflictuelle, qui est aussi fascinante, qui est belle. Puis c'est aussi un mystère, c'est la fratrie, c'est quelque chose qu'on peut transposer chacun d'entre nous dans nos relations avec nos frères, avec nos sœurs. C'est complexe,
Parfois ça fait mal, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de cette histoire et de cette cordée, donc les Huber-Boehm, les frères Huber. Et j'espère que vous aurez envie de découvrir ce livre et de plonger dans cette relation-là, tout en vous offrant vraiment grâce à ces photographes exceptionnels, et c'est avec eux que je voudrais finir. Ils sont une dizaine à peu près, dont on a réuni les photos là. Ce sont les plus belles montagnes du monde vraiment, hein. Karakoram, Patagonie, Yosemite, Terre de Baffin, Antarctique, Himalaya du Garhwal, et puis ces Alpes allemandes que j'ai découvertes, qui sont fantastiques et qu'on ne connaît pas assez. Qui en France est allé répéter les grandes voies Huber au sud de l'Allemagne? Allez découvrir ces montagnes allemandes, elles sont fantastiques. Berchtesgaden, c'est un endroit sublime. Le rocher, le calcaire du Tyrol autrichien, des Alpes de Berchtesgaden, c'est un caillou fantastique pour ceux qui grimpent. Le ski de randonnée y est fantastique aussi. Et c'est vraiment tout ça que j'avais envie d'amener. Ça fait beaucoup pour un seul livre, mais voilà. En tout cas, c'était mon objectif. Et le futur dira si on y est arrivé avec toute l'équipe des éditions Guérin qui s'est bien battue avec moi pour arriver à ce pavé de 2 kilos. Voilà. Bravo. Vous avez peut-être des questions ou, Ouais. Alors, en tout cas, merci pour vous découvrir. avec plaisir. J'aurais bien aimé savoir si les frères Huber étaient des amis de Reinhold Messner. Alors, Reinhold Messner, il est un tout pratiquement assez proche de Tyrol. Alors, ils font partie de la même sphère culturelle. Reinhold Messner, il est italien. Il est du Tyrol du Sud, Ouais. cette ancienne partie de l'Autriche qui a été rattachée à l'Italie. Donc, il est italien et il est au pied des Dolomites. Donc, il est un petit peu plus vieux que les frères Huber, et surtout quand ils sont tout jeunes, qui font notamment le Latok 2 ou Salaté, qui sont vraiment leur émergence, Messner est déjà une star. Et Messner adoube ces 2 jeunes Allemands en disant « Ceux-là, si les petits cochons ne les mangent pas, c'est des futurs grands. Ils ont tout pour faire entrer l'himalayisme et l'alpinisme dans une nouvelle dimension. » Donc il y a une relation, c'est un aîné. Ils n'ont jamais grimpé ensemble, ils ne sont pas spécialement liés. Messner a commenté et préfacé leur premier livre qui s'appelait The Wall, qui n'a jamais été traduit en français, comme aucun des livres des frères Huber d'ailleurs. Mais la relation n'est pas forte. Donc. Une reconnaissance. Il y a en tout cas, voilà, de toute façon, qui remet en cause le rôle de Reinhold Messner. Il y a une filiation. En revanche, les vrais parrains, les vrais exemples, les vrais modèles de Thomas et Alexander, ce sont bien plus Kurt Albert et Wolfgang Gülich, une cordée extraordinaire qui a fait le même parcours qu'eux, c'est-à-dire l'escalade de très haut niveau, puisque c'est eux qui inventent l'escalade libre. Wolfgang Gülich, c'est le premier 9A, et le premier 8C et le premier 8B avant. Et il a fait franchir 4 niveaux, je crois, à l'escalade successivement. Et ils sont allés ensuite en Patagonie, en Himalaya, exporter leur très très haut niveau technique à très haute altitude. Donc ce sont plutôt eux leur modèle. Et puis au-dessus de tout, la figure tutélaire, ce sont des Hermann Wühl, ce sont des Paul Preuss, ce sont ces immenses alpinistes qui sont très importants, y compris pour nous, hein, les alpinistes de culture francophone. Messner, c'est un petit peu à part. Messner, c'est autre chose, c'est ailleurs. Et puis il y a toujours l'éthique, Rothpunkt, qui dirige plus ou moins leur... Voilà, c'est-à-dire que l'éthique... Messner n'est pas là-dedans. Alors Messner, il a été un des grands promoteurs de l'escalade libre et un des grands inventeurs de l'escalade professionnelle. Le 7e degré, bien sûr, les frères Huber ont lu ça quand ils étaient ados. Mais la voie qu'a choisie Messner, qui est les 14-8000 et l'himalayisme de haut niveau, sur les plus grands sommets, n'est pas celle qu'ont suivi les frères Huber. Les frères Huber, ils sont de la génération d'après. Leurs exploits, ils vont les faire sur les 7000. Ils ne vont pas les faire sur les grands 8000. Thomas n'est jamais allé sur un 8000. Il est piolet d'or, il a fait quelques-unes des plus belles voies de l'Himalaya. Il n'est jamais allé sur un 8000. Alexander y allait une fois, il n'a pas adoré, il est allé au Shoyu. Donc ils sont clairement, dans la génération d'après, celle qui
ne se contente plus du sommet ou du sans ox sur les 14 000, mais qui va inaugurer un nouveau niveau de difficulté sur des sommets très techniques, très esthétiques et beaucoup moins connus, comme le Beltawak, comme le Latok, comme le Shivling et d'autres sommets où ils sont allés. Ils sont venus dans le massif du Mont Blanc. Alors, ils sont venus faire leur classe, parce que autant nous, les Français, ne connaissons pas le Tyrol et les Alpes de Berchtesgaden et ce genre d'endroits, autant les Allemands, eux, connaissent très bien leurs classiques et les grandes classiques des Alpes. Pour eux, c'est les Alpes du Sud, enfin, c'est les Alpes de l'Ouest, pour nous, les Alpes du Nord. Thomas Père a emmené son fils dans la Walker alors qu'il avait 15 ans. Ils sont venus se former au métier de guide, ils sont tous les deux guides de montagne, ils ont fait leur classe ici, hein, puisque la formation de guide allemand, il n'y a pas de lieu attitré, mais ils viennent notamment ici. Hein. Donc voilà. Et puis Alexander en particulier adore le massif du Mont Blanc, adore le granit du Mont Blanc, et il a fait quelques solos superbes, toujours dans cet esprit. Révérence aux anciens, célébration des grandes voies, des grandes lignes, des plus belles, et donc il a fait notamment la première en solo intégral de la Voie des Suisses au Grand Capucin, à la montée et à la descente, comme Preuss l'avait défini quelques décennies plus tôt, voire un petit siècle plus tôt. Il a aussi fait la première en solo intégral de la Burgasser à la Dent du Géant. Donc il est venu se faire plaisir et faire quelques très belles choses dans le massif du Mont Blanc. Mais ils n'ont jamais ouvert ici. Oui. Oui, merci pour votre lecture et la conférence. Je travaille en sciences humaines et vous évoquez à juste titre la question passionnelle dans la fratrie. Ça m'intéresse d'autant plus que je suis franco-allemand et que je connais sans doute autant que vous, pas que vous, les différences fondamentales anthropologiques entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire les familles souches au Japon, en Allemagne, etc. dans le monde. En France, une famille non autoritaire. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous explorez ou vous évoquez l'hypothèse donc d'un rapport de hiérarchie qui est très fort en Allemagne, qui n'existe pas en France du fait des guerres et de la Révolution. Cette rivalité est exacerbée, elle est passionnelle, elle engage peut-être aussi un rapport au père très germanique, même si la Bavière et la partie catholique de l'Allemagne, la famille souche est quand même dominante en Bavière. Est-ce que vous avez un peu vous proposez des hypothèses? Alors je ne suis pas du tout psychologue et je n'ai pas votre niveau de maîtrise de ces données-là. En tout cas, il est évident, et c'est mon premier chapitre, il n'y a pas deux Uber, il y en a trois. Et évidemment, le père joue un rôle central dans la relation. Le fils aîné s'appelle comme le père, Thomas. Lorsque le père emmène son fils aîné en montagne, le jeune Alexander en est fou de jalousie et fou de frustration. Et évidemment, le fait de grimper avec le père devient un enjeu entre les deux frères. Ensuite, alors que Alexander, selon la volonté parentale, suit des études brillantes de physique, hein, puisqu'il travaille, il se lance dans un doctorat, Thomas, le frère aîné, monte une affaire avec le père touristique. Donc il y a un lien très fort avec le père de l'aîné, et ce lien au père, évidemment, il est central. Alors, Thomas Huber père est un paysan, mais qui s'est formé tout seul. Il abandonne la terre, il ne veut pas que ses fils n'y soient, et puis il se forme en cours du soir pour devenir directeur d'une caisse d'épargne. Enfin, il rentre à la caisse d'épargne dont il deviendra directeur quelques années plus tard. Donc c'est une énorme puissance intellectuelle aussi, une volonté de réussite. Et cette ambition, cette volonté de réussite, de s'en sortir, il l'a inculqué à ses fils, bien évidemment. Et évidemment, il y a ce que vous dites, cette rivalité, elle se fait face au père de manière évidente. Le père est toujours là. D'ailleurs, le père a survolé le texte en français, et je suis passé, moi, par un accord du père sur certains points pour cette biographie. Mais eux ne le disent pas comme ça. Moi, je l'ai ressenti.
Vous qui avez visiblement un certain nombre un bon corpus là-dessus, vous retrouverez peut-être des choses là-dedans qui m'ont échappé, en tout cas que je n'ai pas explicité, mais vous avez bien entendu raison. Il y a quelque chose du rapport au père essentiel dans cette histoire. L'identification au père et la hiérarchie, dans la descendance, qui est essentielle dans les pays germaniques. Et qui est bouleversée par les années d'immenses succès d'Alexander. C'est-à-dire qu'Alexander devient le meilleur grimpeur du monde et son frère est distancé. Dans le même temps, il monte une affaire avec le père et il y a une catastrophe. Il monte un hôtel, Thomas fils allait être Ils inventent un peu très tôt une forme de tourisme incentive où ils allaient fournir logement et activité. Et donc le fils aîné travaille à ça avec le père, d'arrache-pied, puis il y a une catastrophe, l'hôtel brûle, ils sont ruinés, etc. Et pendant ce temps-là, le fils cadet s'envole vers des hauteurs. Thomas saura revenir, donc le frère aîné, saura revenir au niveau de son frère cadet. Et c'est ça que je raconte, et c'est ça qui le bouleverse, Thomas, quand il a découvert le texte, puisque lui ne lit pas le français. Et quand il a découvert la traduction en allemand, il est bouleversé, et il ne le dit pas comme ça, il me dit « tu n'as pas compris, tu as mal interprété », mais je sais que c'est cette violence-là qui prend en pleine face, et comme je le comprends. Donc effectivement, il y a eu, de la part de Thomas, toujours le souhait de garder son aînesse, et ils sont tellement forts tous les deux, que ça n'a pas été possible, donc c'est très compliqué à gérer. Encore aujourd'hui. Inconsciemment, d'ailleurs. Alors plus consciemment du côté d'Alexander, qui est passé par la dépression. Hein. C'est-à-dire que quand Thomas va au Schilling et à Piolet d'Or, Alexander il est malade au camp de base, et vous allez voir qu'il va très très loin dans la déprime. Alors c'est pas vraiment une dépression, parce qu'une dépression implique des pulsions suicidaires, en tout cas c'est un syndrome d'anxiété généralisée qui est connu, qui est une maladie connue. Et elle est bien évidemment liée au fait de son échec de ne pas avoir su rester au niveau de son frère aîné, puis de devoir faire le deuil de ces grandes premières himalayennes dont il rêvait, et dont le père leur a montré dès leur enfance comme l'objectif ultime. C'est quand même deux gars qui sont formatés dès l'enfance pour aller vers le haut niveau, parce que le père il en est fou et qu'il est lui-même très fort. Il fait une des premières ascensions des droites, Thomas père, à la journée, répertorié avec un compagnon de corde allemand. Ils viennent là avec sa moto, il a 120 bêtes, il laisse les bêtes, il vient là, et il fait l'une des toutes premières ascensions des droites en une seule journée, sans bivouac, dans les années 50, 60. Donc la barre est placée très haut, et les deux fils vont bien sûr faire tout pour être à la hauteur de l'ambition du père. C'est une famille d'ambitieux, ils sont très ambitieux, et c'est pour ça qu'il y a... C'est une famille de mâles, parce qu'on parle jamais de la mère et de la petite sœur. Alors la mère, si on en parle, la mère, elle a un rôle essentiel, puisqu'elle, premièrement, elle laisse le champ libre sciemment à son mari, qui va l'emmener d'ailleurs avec elle, elle adore la montagne. Aujourd'hui, tous les jours, elle fait 500 ou 600 mètres de dénivelé à ski de rando l'hiver au-dessus de chez elle, elle adore ça, donc elle le soutient complètement. Elle a grimpé avec le père, quand les enfants sont arrivés, elle a laissé s'occuper des mômes et elle a fait tourner la ferme, mais elle l'a fait en sachant ce qu'elle faisait. Et ensuite, dans son rapport à ses fils, il y a un rapport extraordinaire entre les fils et la mère. Donc j'en parle un peu. En revanche, la petite sœur, j'ai posé la question, je dis, mais écoutez les gars, et votre petite sœur, quoi, j'en parlerai jamais. Et ils m'ont dit, ça lui va, elle a fait sa vie autrement, elle s'est définie autrement, elle est prof de sport. Elle est là, il y a le clan Huber est très très fort, malgré les tensions énormes qu'il y a entre les deux frangins. Le clan est très soudé, ils habitent tous dans deux hameaux de Berchtesgaden, enfin deux communes du massif très proches. Les enfants il y a plein d'enfants, ils ont 3 enfants chacun, Thomas et Alexander. Karina, la petite sœur, a elle aussi 2 enfants et vit assez près. Mais elle a accepté, et même d'après ses frères, ou en tout cas d'après Alexander, à qui j'ai demandé l'autorisation en lui disant « bon, c'est pas possible, il faut qu'on parle plus de Karina, de votre petite sœur ». Il m'a dit non, elle, ça lui va, j'en ai parlé avec elle, c'est l'histoire des frangins, et elle tient à sa vie telle qu'elle l'a construite. Je l'ai croisée, je suis allé faire le ski de rando aussi avec elle, et c'est clair qu'elle vit bien, elle a réussi à construire sa vie en dehors de ce duo totalement étouffant que pourraient représenter ces deux grands frères. C'est une fille qui va bien, a priori, et qui vit bien mais qui continue à avoir un rôle. Effectivement, les femmes, et alors, dans la société paysanne bavaroise, la mère de Thomas et d'Alexander fait figure d'exception.
par l'attitude et la liberté et la confiance qu'elle leur a fait. Il y a un cérémonial auquel elle tient, qu'elle m'a raconté, et puis j'ai vu, elle a une petite bouteille, elle est catholique, très catholique, et elle bénit ses fils avant chaque départ en expé. Les fils viennent voir la mère, et la mère les bénit avec l'eau bénite de Lourdes pour que les fils reviennent. Et les fils sont toujours revenus. Il y a un truc incroyable, c'est que aucun des deux frères n'a jamais connu de drame, n'a jamais eu de compagnon de cordée qui est mort, ils n'ont pas eu de... Ils se sont pris des bons vols, et ils se sont fait très mal, surtout Thomas. Thomas s'est énormément blessé, mais il n'y a pas de drame. C'est une histoire sans drame. Et ça, c'est fantastique aussi, à ce niveau-là. C'est fantastique. Vu le niveau d'engagement des garçons, c'est extraordinaire. Et ça tient, là encore une fois, à la puissance de la famille et du clan, et à l'enseignement du père. Je crois. À la chance, bien sûr, aussi, mais pas seulement. Après ce que vous avez rencontré, ils vont accepter la traduction en allemand? Je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Oui, ce que je vous disais, c'est qu'Alexander, lui, il a beaucoup travaillé sur lui. Hein, le doctorat en physique, le mec cérébral qui fait du sommeil intégral. Lui, il a beaucoup travaillé sur ça, sur cette relation avec son frère. On en a énormément parlé pendant des heures et des heures et des heures. Il est plus serein, lui. Non, il n'est pas plus serein, mais disons qu'il a plus travaillé le truc. Thomas, il prend ça en pleine poire, parce que lui, il n'a pas fait ce travail-là. Thomas, c'est un instinctif, il faut le voir sur scène, il faut le voir chanter. Enfin, sa musique, c'est du stone rock, c'est du lourd, et ça, c'est tout Thomas. Et effectivement, la violence de ce que je raconte et de la manière dont finalement j'ai tout réuni leur histoire, ce qu'aucun Allemand n'avait fait, c'est ça qui est totalement paradoxal. C'est toujours eux qui ont écrit sur eux. Ils ont écrit sur eux, il y a eu quelques bouquins écrits par des journalistes, c'est très délayé et très vite fait, mais ce travail de biographie, de réunir toute l'histoire et d'aller voir tout le monde, personne n'avait fait, et les Allemands n'osent pas, parce que ce sont des monstres sacrés. Que va-t-il advenir de notre livre en Allemagne? C'est une question qui m'intéresse beaucoup, et la réponse n'est pas calée. Alexander était à l'ogre, il ouvrait avec... il grimpe là avec les meilleurs jeunes Suisses, Danny Arnold, pour ceux qui connaissent notamment. Donc il était à l'ogre, au Bentabrac, au fin fond du Karakoram, pour essayer d'ouvrir une nouvelle voie sur le versant Chotkoï, le plus sauvage. Le type à 50 ans, il n'a rien lâché, quoi. Pas plus que Thomas d'ailleurs. Et il rentrait là à ses jours. Donc les choses vont se dénouer. À nouveau, il va y avoir un clash entre les frangins, de manière évidente. Et comment est-ce que l'éditeur allemand va fonctionner? Est-ce que ce texte... Il est annoncé, hein, le bouquin, depuis 4 mois. La couve est prête. Ils ont fait travailler beaucoup de monde sur la traduction. Mais ce qui en sortira dépendra de la décision qui va être prise par les deux frères. C'est pas gagné. Enfin, nous, on l'a en français. Nous, on l'a en français. C'est fait. Excusez-moi, une traduction n'est pas toujours parfaite. Alors c'est la question. Est-ce que vous l'avez lu? Alors moi j'ai lu, je vous avoue que face à la charge de Thomas qui est bouleversante pour un biographe, hein, qui est quelque chose qui m'a touché très fort, je me suis contenté d'aller voir quelques passages de la traduction. J'ai trouvé que la traduction était excellente. Thomas, avec qui on a une relation quand même complexe et forte, me dit oui, c'est la traduction qui n'est pas bonne, c'est sans doute la traduction qui n'est pas bonne, j'en suis pas certain. Je pense que la traduction est bonne. Il y a 3 traducteurs qui ont travaillé sur cette traduction. Piper ont vraiment fait le grand jeu, quoi. Je suis surpris d'observer que les deux frères avaient une relation et ont toujours une relation de confrontation. Alors que dans la culture allemande, la relation est de négociation. Alors, attention, ils ont une confrontation qui n'est pas permanente. C'est-à-dire, comme je vous dis, il y a des phases de fusion. Et ils font des choses extraordinaires. Le record de vitesse au nose, la libération du North American Wall, la libération de Zodiac, c'est des choses extraordinaires. Le LATOC 2, c'est une voie que pas grand monde n'est capable de répéter. Donc là, il y a une fusion forte, il y a une énorme collaboration. La libération de la tour de Trango, l'ouverture, on en parlait de Hindsight sur l'Oltana, il y a des choses extrêmement fortes. Donc ils alternent ces phases de coopération, effectivement, où ils sont surpuissants. Quand ça va bien entre les deux, ils sont surpuissants. Mais il y a toujours des moments où les rivalités, où les choses enfouies au fond d'eux, et on parlait tout à l'heure du rapport familial, reprennent le dessus, mais c'est pas permanent. Et puis il y a aussi la scène publique, c'est-à-dire que ce sont des hommes publics aujourd'hui.
il y a le lien avec le sponsor, il y a Adidas, il y a les conférences, il y a les bouquins, il y a les télés. Aujourd'hui, Thomas et Alexander, ils sont invités, ils font des talk shows, des télés, etc. Il y a une pub célèbre qui est passée par Ferrero Rocher, enfin Ferrero, qui a été utilisée, qui est passée... donc voilà, il y a aussi une scène publique, ils sont sur une scène publique, donc il y a des choses très intimes, très fortes, qui sont sur la place publique. Donc il y a une complexité. La confrontation n'est pas c'est simplement un des éléments de leur relation de frère. Il y a aussi cette complicité, cette fidélité au clan, cet amour. Ils s'aiment derrière tout ça. Oui, et puis c'est la famille, quoi. C'est l'intime. Plus que la famille, c'est les frangins. Ils ont fait des trucs tellement incroyables ensemble qu'évidemment, il y a un amour très fort entre les deux. Mais qui est souvent, et en ce moment, de manière particulière, depuis 3 ou 4 ans, caché derrière des conflits aussi d'objectifs, des niveaux différents. Ils vieillissent aussi. Hein. Il faut qu'ils gèrent maintenant Peut-être ça changera le jour où il n'y aura plus le père, peut-être. C'est deux grands fous. Possible. C'est pour le possible. territoire. C'est possible. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci.